Après, s'il faut parler en termes de performance, je me tournerais plutôt vers McLaren ou Ferrari. Après, est-ce que pour vous, ça vous poserait un problème d'avoir une supercar full électrique? Hybride. Par l'hybride, ouais, par l'hybride, ouais. Ouais, à la limite, c'est une des marques, parce que pour moi, Porsche, c'est la fiabilité, c'est allemand. Quand je pense à voiture confort, je pense instinctivement à Mercedes. Oui. Bonjour et bienvenue dans Le Luxe dans la poche, ton guide pour plonger dans l'univers du luxe. Nous, étudiants de PSL 1, sommes ravis de vous recevoir dans ce podcast pour aborder vos thèmes préférés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Caliste, Kylian et moi-même pour aborder le sujet de l'automobile de luxe. Du coup, tu es passionné d'automobile, plus particulièrement automobile de luxe. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette passion? Alors cette passion elle me vient depuis très petit, surtout transmise par mon père et aussi par notamment les films ou les séries télé qui sont très orientées voiture. Le Fast and Furious. Exactement, Fast and Furious, les films Cars, etc. Top Gear, beaucoup d'émissions comme ça. Et après j'ai aussi transmis, étant donné que de là où je viens, juste à côté il y a des concessionnaires. Depuis tout petit j'allais voir des circuits de voitures, etc. Donc cette passion je l'ai beaucoup entretenue depuis tout petit. Et du coup, tu fais quoi comme études? Actuellement, je suis en deuxième année d'études de commerce, de bachelor management international, et je souhaiterais surtout m'orienter sur le secteur de l'automobile, Oui. secteur qui me passionne, notamment la marque Porsche par exemple, qui est l'une de mes marques automobiles préférées. Moi, je me demandais aussi quelles sont vos marques d'automobiles préférées. Personnellement, je serais plus axée sur, pareil, Porsche. Et c'est tranché entre Pagani et Koenigsegg aussi, deux marques de voitures, des supercars que j'affectionne énormément. Donc après, s'il faut parler en termes de performance, je me tournerais plutôt vers McLaren ou Ferrari. Après, ça varie, puisque moi aussi je suis passionnée d'automobile, donc j'ai grandi avec ça, pareil, les films, puis après, ça s'est approfondi comme ça. J'ai pas de marque de voiture de luxe que j'affectionne particulièrement, ou du moins plus que les autres. Il y en a que j'aime un petit peu plus que les autres. Porsche, c'est vrai que vous avez parlé de Porsche. Je trouve que Porsche a de très beaux designs. Oui. C'est vrai que moi, personnellement, je suis plus arquée sur le design extérieur de la voiture. Mais c'est vrai que sous format plus sportif, c'est vrai que j'aurais plus tendance à préférer Porsche ou encore McLaren, comme Oui. tu as pu le dire. Ferrari, pas mal non plus. Oui. Mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer les gros modèles de voitures. Les grosses voitures, un peu les 4x4, mastodons. Ouais. C'est Genre ce que j'affectionne les grosses davantage. Ford ou les Range Rover. Oui, Ouais, Enfin, voilà. classe G quoi. Ouais, Classe G. Oui, c'est très joli aussi. Oui. Ouais. Oui, après, je rebondis sur le sujet à propos de Porsche qui propose des designs, je trouve, assez mixtes. Parce que pour moi, les supercars, on va dire style McLaren ou encore Ferrari, on a tendance à les classer pour des modèles assez masculins, je trouve. Alors que Porsche, c'est assez mixte. C'est très raffiné, autant que ça soit conduit par une femme qui peut être très raffinée ou à la limite très sportive, puisqu'on peut retrouver les modèles basiques, GT3 RS, qui vont être des modèles beaucoup plus sportifs, Oui. ou sinon les plus basiques, les Macan, Les 900, les 911, oui, les exactement. 718. Oui, de très beaux modèles. Et si on veut des modèles plus exclusifs, on a la 918 Spider qui est sortie il y a quelques temps, on a également la Mission X, ou sinon il y a des modèles un peu plus rétro, un peu plus collection pour les personnes qui préfèrent la collection. Mais pour revenir au côté mix, on a surtout la collaboration avec Dua Lipa, qui est surtout l'exemple même de la mixité de Porsche, qui souhaite aussi allier une image aussi féminine à l'automobile et pas seulement exclusivité masculine, quoi. Oui, en effet. Et puis même Lego qui propose même un set Porsche, la 911. Je trouve ça vraiment bien que Lego se penche aussi maintenant sur les modèles de voitures, puisqu'on a vu la collection s'agrandir avec même la McLaren P4 qui est sortie, P1, ouais, pardon, excuse, qui est sortie, ou encore se pencher sur les F1, puisque maintenant on voit vraiment que les courses, surtout la F1, sont vraiment en vogue, si je puis dire. Maintenant, tout le monde s'intéresse vraiment commence vraiment à s'intéresser à l'automobile, et je trouve que c'est une bonne chose. On a encore plus de passionnés qui vont s'y intéresser. Après, c'est vrai que dans la région, on est quand même basé sur Nice, Oui. donc avec le Grand Prix c'est un régal d'avoir Monaco, ça. on est quand même juste à côté. Ouais. C'est quand même dommage de rater un bel événement comme celui-ci. Je sais que personnellement, j'ai eu la chance de le faire quelques fois. Une fois pour le
e-Grand Prix, c'était Oui, les électriques. l'électrique. Ouais. Ouais. Et je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y assister, mais honnêtement, j'ai été très étonnée du bruit. Le bruit est Le monstrueux. bruit, parce Oui. qu'en fait, c'est vrai que quand j'ai vu que c'était électrique, je m'attendais pas à avoir un bruit si conséquent. Donc je sais pas vraiment, peut-être que vous savez, mais si c'est des bruits, des effets sonores rajoutés, Il y a des deux en fait. je pense que Il y a ouais. des deux parce qu'actuellement les voitures qui roulent sur la route actuelle ont une obligation de créer du bruit pour pas percuter quelqu'un qui l'entend pas, parce qu'en réalité Eh oui. le seul bruit d'une voiture électrique ce sera le bruit des pneus. Mais pour les voitures plus prototypes, plus sport, là il y a un peu plus de bruit parce qu'il y a tout ce qui est tout ce qui est moteur électrique qui sont beaucoup plus boostés, qui du coup font du bruit à force de tourner. La vitesse, le vent qui se percute la voiture pendant qu'elle roule, ça crée du bruit. Et il y a beaucoup de bruits différents qui sont pas forcément volontaires, mais on a aussi D'accord. une grosse partie qui est assez volontaire pour le spectacle et pour aussi donner un peu de vie à la course, qui Eh sinon oui, ça bien va être sûr. une course de vitesse mais silencieuse, quoi. Et D'accord. ouais, les voitures thermiques aussi, elles font beaucoup de bruit. Ouais. Les Oui. F3, les F2, les F1. Après, c'est vrai que elles font quand même beaucoup de bruit. C'est pas comparable Ouais. au Grand Prix Oui, basique F1, basique, oui. bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a étonnée quand j'ai eu la chance d'y assister. C'était quand même assez impressionnant, Oui, j'ai trouvé. oui, oui. Et ayant fait l'année d'avant le Grand Prix normal, c'est vrai que j'ai tout de suite vu la différence, ouais. Je m'étais fait la réflexion. Oui, après, moi aussi, ça m'a vraiment étonnée venant des voitures hybrides, justement, parce qu'elles sont pas 100% électriques aussi. Oui, elles sont Elles pas sont 100%. Ouais, ok. Et le bruit qu'elles font par rapport au F1, puisque les moteurs des F1, en fait, à l'époque, avaient un assez gros moteur, et au fil des années, en fait, on a réduit justement ça, et ça fait plus un bruit tel comme avant. Par exemple, en 2010, le bruit que faisait une F1 était plus justement, lors du GP, j'ai oublié le nom. Du e-Grand Prix. Le e-Grand Prix, le ouais, e-Grand le Prix. e-Grand Prix. Ouais, donc c'est fou de voir cette évolution, en fait, limite qu'elles fassent plus de bruit qu'une F1. Après, je compare pas non plus, mais Non, c'est ça assez fait quand même pas plus impressionnant. de bruit. Et la vitesse aussi, Ouais, parce qu'on c'est n'en vrai. parle pas assez aussi. C'est plus spectaculaire. Exactement. Ça donne une forme de vie au Grand Prix électrique parce que justement, ça, c'est un bruit qu'ils peuvent doser et qui du coup peut donner une vie sans trop. Parce que les Formule 1, ça fait quand même beaucoup de bruit. Oui. Et du coup, le fait qu'ils font ça, c'est que du coup, cette fois-ci, ils peuvent gérer le bruit pour une course de voiture et donc en faire de manière que ce soit pas trop non plus pour les spectateurs, pour même les plus jeunes. Et également que ça reste toujours dynamique et que tu entendes les voitures arriver ou autres pour savoir quand elles arrivent, qu'il y ait vraiment une vie à la course plus que tu vois des voitures tourner sans bruit ni rien, c'est calme. Et en revenant sur le sujet de l'électrique, quelque chose où on en parle même actuellement et qui devient vraiment un sujet pour moi plus qu'inquiétant, c'est les voitures qui deviennent limite électriques, full électriques. Par exemple, on a déjà beaucoup de modèles qui sont hybrides, qui ne sont pas 100% électriques, mais on a des lois qui vont rentrer en vigueur, il me semble même cette année pour Porsche, qui avait décidé que à la fin de 2025, la majorité des voitures seraient électriques. Donc, est-ce que pour vous, ça, peut-être pas forcément en tant que passionné, mais si vous aimez rouler avec une voiture, pour moi, c'est avant tout le bruit du moteur et la performance. Est-ce que pour vous, ça vous poserait un problème d'avoir une supercar full électrique? Oui. Oui. Moi, ça dépend de l'usage de la voiture. Par exemple, si c'est une voiture pour se faire plaisir, pour bien rouler avec, oui, ça serait un peu dommage d'être obligé de conduire une voiture électrique. Mais si c'est une voiture plus daily, que tu roules tous les jours, qui te sert à faire tes trajets, etc., là, je suis un peu plus nuancé où je me dis qu'une électrique, pourquoi pas, tant que ça. Surtout pour un usage utilitaire, plus qu'un usage pour t'amuser, pour se divertir ou justement pour se faire vivre des sensations. Oui. Parce qu'en soi, les vrais passionnés et ceux qui ont encore des collectionneurs, en fait, qui collectionnent par exemple la F40 modèle Ferrari, pour moi, elle sera jamais électrique, ou des modèles, si jamais ils ressortent en électrique, pour moi, c'est comme un abandon de la marque, alors que les marques de supercars qui sont aujourd'hui sur le marché, c'est intéressant de les voir se poser la question de comment on peut faire évoluer les modèles tout en ne perdant pas des clients qui sont vraiment soucieux de l'écologie, et en même temps, les prix qui augmentent plus, Après, c'est les pénalités. C'est mon avis et ça n'engage que moi. Mais
je trouve que les gens qui se tournent vers l'électrique pour justement l'écologie, c'est assez hypocrite. Oui. Pourquoi? Parce que c'est ni plus ni moins que... Comment dire? Déjà, il faut prendre en compte que la production d'une voiture électrique, encore une fois hybride, pollue beaucoup plus que... Enfin, je veux dire, c'est rien qu'à la production. Oui. Rien qu'à la production, c'est déjà... Enfin, je veux dire, si la personne est vraiment soucieuse de l'environnement, il prend un vélo. Et j'ai l'impression que les gens sont pas au courant de ça. Ils sont en mode ah non, mais ça y est, c'est hybride. Non, les gens se voilent la face. Oui, voilà. Et puis aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi la production électrique derrière pour faire rouler la voiture qui consomme aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est surtout que, en fait, les pays, entre guillemets, c'est pour eux, comme ça, les émissions, c'est pas leur pays qui le fait, c'est entre guillemets les autres pays qui le font. Et c'est également aussi parce qu'à long terme, si les deux véhicules, on le prend sur 20 ans, la voiture thermique aura produit plus de CO2 que la voiture électrique. C'est justement à courte durée que ça produit beaucoup plus. La courbe est beaucoup plus croissante et après se stabilise plus qu'une voiture thermique qui augmente. Et après, tout dépend aussi de la production du carburant, etc. Parce qu'il y a aussi le carburant aussi, qui est une énergie fossile qui est compliquée à renouveler, qu'on ne peut pas renouveler justement. Et aussi, c'est pour ça que c'est un des défis, par exemple, le majeur de Porsche, qui crée son biocarburant, surtout pour ses courses, les Porsche Cup, où ils sont en train de synthétiser un carburant à base d'algues pour pouvoir faire rouler les voitures d'une façon beaucoup plus écologique et en même temps que le gaz qui est émis par ces voitures soit pas complètement nocif à l'atmosphère. En l'occurrence, je trouve ça déjà beaucoup plus éco-responsable et si c'est vraiment dans la dynamique environnementale, ça, c'est tout de même beaucoup plus acceptable qu'un moteur qui pollue énormément à la production, comme on peut le voir avec les hybrides et les électriques. Exactement. Et puis même niveau fiabilité, à quoi s'attendre aussi? Parce qu'on parlait de Range Rover, non pas que j'ai un problème avec eux, mais on entend souvent que... Enfin, moi, c'est le type que j'ai en tête. Ah, ma radio marche plus, je l'amène chez le garagiste et en fin de compte, on me dit, bah, le moteur, il est défectueux aussi, donc il faut tout enlever, il faut tout rechanger. Du coup, je me sens aussi réticente à prendre une voiture calée là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on en tire en fait de l'hybride? Est-ce que ça sera toujours aussi fiable qu'une voiture qui roule à l'essence diesel ou bien tout autre? L'hybride, c'est entre guillemets le compromis parfait parce que pour un usage daily, tu peux utiliser la partie électrique qui est beaucoup plus simple, qui peut se recharger. Parce qu'actuellement, sur les routes, je ne sais pas si vous avez entendu parler, la France est en train de développer des autoroutes qui rechargent les voitures électriques directement. D'accord. Du coup, tu peux rouler avec la partie électrique sans avoir à aller à la borne de recharge, etc. Et après, pour un usage plus fun, tu peux utiliser la partie thermique. Après aussi, tout dépend de la fiabilité des voitures au-delà de ça. Parce que par exemple, Range Rover, c'est aussi connu parce que c'est une marque qui a des problèmes de fiabilité, qui essaye de travailler dessus et c'est compliqué. Et après, ils arrivent aussi justement à changer leur image de marque en faisant justement des nouvelles collaborations. C'est ça, oui, récemment, il y a eu une collaboration... il me semble que c'est avec Theo James, qui est un acteur d'origine anglaise, qui a quand même une très bonne image. Oui, il a une certaine autorité. Voilà, oui. c'est quand même une bonne image pour Range Rover. Ils ont fait quand même beaucoup de campagnes de pub que j'ai vu passer, je ne sais pas si vous les avez vu passer. J'ai trouvé qu'elles étaient quand même elles étaient quand même bien faites. Après, encore une fois, c'est qu'une question d'esthétique dont on parle là. Mais il me semble que c'est les hybrides, justement, qui mettaient en promotion dans cette campagne avec Theo James. Mais il y en a eu plusieurs, justement. Il y en a eu plusieurs. Après, c'est vrai, si on s'engage à avoir une hybride, est-ce que, par exemple, si j'ai l'argent, bien sûr, j'ai une maison et sur le terrain, je fais construire une borne électrique pour recharger ma voiture. Est-ce que ça me reviendrait pas plus cher à la faire construire ou à aller en station et vu le temps que ça prend pour la recharger et l'autonomie à côté? Mais c'est aussi, il y a beaucoup plus d'enjeux. Exactement. C'est pour ça que l'Union européenne a pris ce défi à long terme de ceci. Ils essaient aussi de rendre les modèles électriques beaucoup plus attractifs pour la génération un peu plus jeune, justement avec la collaboration avec Theo James, où beaucoup de marques qui ont une image assez ancienne, telles que Range Rover, où c'est beaucoup des personnes quarantenaires ou un peu plus, qui sont les clients types. Ils essaient aussi de rajeunir leur marque, C'est pour ça que le défi de l'Union européenne, c'est surtout de changer à long terme l'image de l'électrique et pas juste l'imposer d'un coup. C'est pour ça qu'ils ont laissé quand même un délai de 15 à 20 ans pour passer complètement à l'électrique,
pour que les gens ils s'habituent et que petit à petit les idées changent. Parce que ça ne changera pas du jour au lendemain. Les gens ils sont trop habitués à des voitures thermiques. Oui. C'est pour ça que c'est un enjeu plus à long terme, un enjeu sur des décennies, voire des générations, plus que sur d'un coup passer d'électrique au thermique. C'est pour ça qu'on a eu l'entrée en bouche avec les hybrides rechargeables par la suite, et maintenant les électriques, et peut-être plus tard les voitures à hydrogène, comme on a dû entendre parler, qui fonctionnent qui produisent de l'eau du coup à la fin. À voir, c'est des nouveaux défis, et après peut-être que ça peut changer, on peut trouver un nouveau moyen pour remplacer les voitures électriques. C'est un défi comme un autre. Oui, je suis d'accord. Après, comme première voiture, si je dois vraiment me lancer dans l'hybride, quand j'aurai l'argent, ça serait une Porsche, honnêtement. C'est, à vrai dire, une des marques, à la limite, où je peux me laisser tenter. Après, à voir par l'hybride. Par l'hybride, ouais, par l'hybride, ouais. Ouais, à la limite, c'est une des marques, parce que pour moi, Porsche, c'est la fiabilité. C'est allemand. Oui. Voilà ce que je peux dire. Mais après, oui, à voir avec le temps comment ça se passe. Des marques automobiles allemandes... Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. C'est une grande majorité sur ce marché. Je reste dans le haut standing. Oui. Parce qu'après, il y a plein de petites marques aussi, enfin petites, pas de luxe, mais qui sont déjà dedans et bien lancées. Oui, donc, bien sûr. Pourquoi pas. Et puis il y a aussi beaucoup de marques de luxe qui essayent de faire un modèle entrée de gamme, tel que Porsche avec le Urus, ou Ferrari avec la Purosangue. Oui. Porsche avec Urus. Non, Lamborghini avec Lamborghini, ouais, je me disais. Lamborghini avec le modèle Urus, Ferrari avec le Purosangue, ils essaient surtout de faire des modèles un peu plus entrée de gamme pour être un peu plus accessibles. Et c'est généralement ces modèles-là qui rapportent le plus aux entreprises. Parce que Porsche, dans les années 80-90, ils étaient un peu compliqués. C'est pour ça qu'ils ont sorti plusieurs modèles tels que la 944 ou la 924, qui ont justement des modèles beaucoup plus entrée de gamme, qui ont permis à l'entreprise de se rosser. Mais alors justement, ça, j'avais entendu parler justement chez Porsche, il me semble que c'est Porsche, il y a un certain, il y a certains modèles qui ne sont pas disponibles à l'achat. Oui. Un peu comme avec le principe chez Hermès. Tu parles peut-être de la 918 Spider, non ? Ouais, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Je prends l'exemple d'Hermès parce qu'il est quand même très connu. Oui, bah oui. Pour l'achat d'un Birkin, il faut quand même avoir dépensé une certaine somme, avoir déjà quelques Kelly à la maison, avant de pouvoir avoir l'autorisation, même si on a l'argent sur le compte. Et chez Porsche, le système est le même. C'est justement pour créer cette espèce fidélisation, exclusivité, la rareté de la chose et justement encourager à la volonté de l'obtenir. Il y a comme avec modèles, notamment les éditions limitées, telles que la 911 ST, qui est la version GT3 ou GT3 RS, mais sans l'aileron par exemple. Il y a la 911 Dakar qui est la version un peu plus à la fois sport et à la fois tout-terrain. Il y a aussi du coup la 918 Spider qu'on connaît. Et après, il y a aussi une gamme encore plus exclusive de Porsche qui est celle de pouvoir demander à Porsche toi-même de modifier un véhicule qui n'existe pas. Par exemple, faire un Cayenne décapotable, ce qui n'existe pas. Avec Porsche, c'est un très très bon client et très fidèle. Il y a moyen que tu puisses faire une commande à long terme pour pouvoir modifier un véhicule qui n'a jamais été modifié auparavant. Range Rover font également ça. Ah ouais ? Range Rover ont également des locaux dans lesquels on peut sélectionner, c'est pas les seuls à faire ça, mais sélectionner tout ce qui est cuir, finition, et vraiment customiser et faire sa propre voiture et signer, dans le sens où que cette voiture soit toi, pour toi. Voilà, pour toi et pour personne d'autre en fait. Et je trouve que ce système est assez sympa. Parce qu'on a quand même affaire à une clientèle assez luxueuse. Et c'est vrai que la customisation, quand c'est personnel et que c'est toi et que toi, c'est quand même très appréciable d'avoir un modèle que personne d'autre n'aura. Oui, tu te sens privilégié. Et c'est un certain privilège qu'on ne retrouve pas dans des gammes de voitures moyenne gamme. C'est pour ça que généralement, il y a ce qu'on appelle les préparateurs qui existent justement. Par exemple, pour Mercedes qui ne fait pas ce service, il y a Brabus ou Mansory qui également pallient à ce problème. Tout comme d'autres marques aussi font justement des modèles eux-mêmes qui sont des one-of-one pour pallier justement à ces clients qui veulent des modèles uniques, mais qui l'entreprise dit ne veut pas vouloir les faire justement pour eux, et plus pour un plus grand marché tel que Bugatti avec le modèle Hermès ou Ferrari avec le modèle Loro Piana. Ouais. C'est justement ça,
Parce qu'ils ne veulent pas se dire, je fais ça justement pour un client et du coup se fermer d'autres clients qui disent, moi aussi je veux, moi aussi je veux. Eh oui. Plutôt faire des modèles, des collaborations uniques Ouais. pour éviter de faire des problèmes. Oui, le système est le même, mais il est appliqué d'une manière différente. Ouais, bien sûr. C'est différent. Ouais. Une question encore qui me... Je me pose toujours la question, quand vous entendez le... Après, pour moi, c'est justifié, mais après, il y en a certains, par exemple, je dis ça à ma mère, c'est juste inconcevable, autant que tu sois milliardaire ou pas, mais des voitures qui valent des millions. Par exemple, je prends l'exemple de Bugatti, qui est réputé pour avoir vraiment quelques modèles dans le monde et qui valent des millions. Vous en pensez quoi? À vrai dire, c'est plutôt faire vivre une expérience plus qu'autre chose, Bugatti. C'est surtout, tout dépend le modèle et la raison de la rareté de ce produit. Notamment parce qu'il y en a, c'est surtout parce que c'est des modèles très uniques et qui ont une symbolique très forte. Notamment des modèles de course qui ont gagné des courses exclusives et qui peuvent encore rouler. Parce que pour encore faire rouler des véhicules légendaires tels que les siens, beaucoup de personnes sont prêtes à mettre beaucoup parce que ça a beaucoup de sens justement pour eux, Oui, plus que la rareté du véhicule en tant que tel. Et aussi, par exemple, pour Bugatti, c'est parce qu'ils veulent délivrer un service qui n'a jamais été prévu avant. Et aussi parce que c'est des modèles qui battent des records, notamment la Bugatti Chiron Hypersport, ou encore avant la Bugatti Veyron, ou par exemple maintenant la Koenigsegg Esco Absolute, qui sont des véhicules qui battent des records, qui repoussent des limites qui n'ont jamais été subies. C'est justement parce que ces personnes-là, les clients de ces entreprises, veulent vivre des expériences qu'ils n'ont jamais vécues dans d'autres véhicules. C'est justement ça le principe de ces grandes marques automobiles, c'est de faire vivre des expériences qui n'ont jamais été vécues avant, plus que faire du m'as-tu vu, comme d'autres marques visent des clientèles, où il y en a qui visent plus le confort, ils vont plutôt chez Maybach ou chez Rolls-Royce, pour plutôt un confort, mais c'est un confort surtout luxueux, et un peu plus du statut, beaucoup plus que ah, je suis là juste pour kiffer la voiture qu'autre chose. ouais. Après, Maybach, il me semble. Ouais, c'est Maybach. C'est CH à la fin. Oui, Ouais, Maybach, mais on dit c'est Maybach. Maybach parce que c'est une marque allemande, tout comme tu vas dire BMW, mais tu dis BMW. Oh, d'accord, ok. Non, c'était Ouais, simple. c'est un gros débat. Du coup, oui, pour ce qui concerne, c'est en association avec Mercedes. C'est sur les Mercedes. Maybach, à la toute base, c'était un préparateur différent de Mercedes qui justement, je vais pas refaire toute l'histoire, mais en gros c'était quelqu'un qui aimait beaucoup Mercedes et qui justement voulait rendre ses voitures beaucoup plus confort. D'accord. Parce qu'à cette époque-là, c'était compliqué d'avoir des véhicules importés. Oui. Et donc, il modifiait ses véhicules et les revendait. C'était son famille. Et par la suite, Mercedes, quand les deux sont devenus gros, ils ont décidé de racheter Maybach pour pouvoir développer une gamme plus luxueuse, pas complètement rattachée à Mercedes. C'est ce qu'ils ont fait Renault actuellement avec Alpine. Maintenant, Renault Sport n'existe plus, c'est devenu Alpine. Et justement, comme ça, ils ont leur gamme spécifique et une gamme plus sport. Comme ça, la gamme sport ne dépend pas de l'image, par exemple, entrée de gamme de l'autre marque. D'accord, ok. Mercedes, ils ont réussi à pallier ce problème avec Maybach, qui sont généralement des modifications de véhicules Mercedes déjà existants, voire même des modèles tellement changés que tu ne reconnais plus le modèle de base. Et c'est justement ça ce qu'ils ont voulu vendre. Parce que déjà, Mercedes, c'est déjà un confort assez... C'est vrai que personnellement, quand je pense à voiture confort, je pense instinctivement à Mercedes. Oui. C'est vrai que on l'associe aussi beaucoup dans la même gamme BMW. BMW, inconsciemment, je vais plus l'associer à quelque chose une conduite assez sportive, assez sèche. C'est vrai que niveau confort, on va plus penser à Mercedes, ou du moins moi, dans mon inconscient, oui, je suis d'accord. Je pense beaucoup plus à Mercedes en gamme de confort. Au niveau des sièges, j'ai toujours été beaucoup mieux dans une Mercedes que dans une BM où les sièges sont relativement durs. Donc après, oui, non, c'est vrai que le Maybach est quand même la gamme au-dessus qui est associée à Mercedes, justement. Mercedes, c'est aussi toujours plus le confort, donc vous voulez plus la sportivité. C'est justement pour pallier ce problème de confort qu'ils ont, et aussi leurs préparateurs sont Alpina, qui est une modification des BMW pour les rendre à la fois sportives et à la fois confort. On a aussi par exemple Audi, qui eux sont un peu entre les deux. Audi, oui, c'est vrai que c'est entre les deux. C'est assez entre les deux, et du coup pour avoir une des marques plus sport, ils ont la gamme RS pour Rallye Sport, pour RS1, RS3, etc., RS6.
Et après, ils ont plutôt d'autres modificateurs qui sont pas Audi. Audi, ils ont surtout RS. Et si tu veux encore plus sport, il y a APT ou ABT, comme on dit, qui sont encore plus sport pour pousser encore au-delà les limites. Mais Audi, oui, c'est le compromis entre les deux. En fait, je dirais plus qu'il y a un spectre entre confort et sportivité. Et il y a Mercedes côté confort, Audi entre les deux et BMW plutôt pour la sportivité. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que dans mon inconscient, je le voyais exactement comme lui, avec un petit peu moins de détails. Oui, Mais non, c'est vrai que je l'associais de la même manière, ouais. Oui, je suis d'accord. Du coup aussi, moi, de ce que j'ai pu entendre et ce qui m'avait aussi surprise, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais au Festival de Cannes, Tom Cruise, pour une promotion du film, s'est ramené avec une Bugatti et n'a pas su l'ouvrir. Oui. Et à ce moment-là, Bugatti a décidé de bannir Tom Cruise de Bugatti, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus jamais en racheter. C'est ça ? Oui. Alors, ce marketing, je sais que Ferrari aussi le fait. Je le trouve plutôt intéressant, mais à la fois dur avec les clients. C'est assez osé de la part d'une marque. C'est justement pour continuer à maintenir son exclusivité. C'est pour ça que Ferrari, pour toutes les personnes par exemple qui essayent de modifier leur véhicule ou qui le transforment d'une façon que Ferrari n'aime pas, ont énormément de chances d'être bannis si Ferrari l'apprend. Justement parce que Ferrari veut garder son image et pas que son image soit associée à une mauvaise version de leur véhicule, une version qui n'est pas telle qu'elle. Bugatti, ils n'ont pas aimé ce coup marketing parce que Tom Cruise est une personnalité très très reconnue. Et du coup, l'entreprise, ça fait une marque en mode oui, les Bugatti, elles ont beau coûter des millions, être si bien vues, et au final, tu n'arrives pas à l'ouvrir. C'est un très mauvais coup marketing. Oui, exactement. Du coup, ils souhaitent maintenir une exclusivité parce que le bannir fait qu'il ne pourra pas refaire cette erreur plus tard. Parce que s'il le fait une fois, pourquoi il ne le ferait pas une deuxième fois? Et donc, garder ce point de vue toujours assez. Et puis aussi, le fait que les gens soient bannis très facilement, ça fait que les gens ils sont en mode cette marque-là, elle est encore plus rare parce qu'elle s'autorise à se repousser des clients. Et puis les gens ont cette crainte aussi, ça permet d'avoir des gens qui sont quand même plus consciencieux et font vachement plus attention parce qu'ils se disent on sait jamais, il faudrait pas que je me fasse bannir. Oui. Donc c'est vrai que ça permet de comment dire d'avoir affaire à des gens qui vont faire beaucoup plus attention et qui vont être plus professionnels, je dirais. Oui. Donc c'est c'est une bonne chose pour eux. Après, c'est vrai que bannir une personnalité comme Tom Cruise, c'est pas rien, mais ça montre leur notoriété et qu'ils peuvent se le permettre. Donc marketing, ils peuvent se le permettre. Ça et c'est justement ça qui est... Ouais. Non, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé au débat. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir partagé autant d'informations sur les voitures. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et on se dit rendez-vous dans le prochain podcast. Le luxe est dans la poche.